Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans cet entretien du jour. La francophonie est-elle l'avenir de l'économie française, africaine, voire mondiale? En tout cas, elle mériterait qu'on s'y intéresse davantage, elle mériterait d'être le terrain des ambitions. C'est en tout cas le message qu'a voulu faire passer le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, le 24 août dernier, à l'occasion de la rencontre des entrepreneurs de France à Paris. L'ambition, créer une véritable communauté francophone, un espace économique qui représente actuellement 16% du PIB mondial. Un Commonwealth à la française, la prospérité en commun. Et pour nous en parler aujourd'hui, l'un des promoteurs de cette ambition, Fabrice Lezaché, bonjour. Bonjour. Alors, vous connaissez ces studios, vous étiez venu pour parler de votre entreprise Aera Group, mais aujourd'hui c'est le vice-président et porte-parole du MEDEF que je reçois. Alors, la francophonie, le nouvel horizon de l'économie française, africaine et mondiale? Tout d'abord, la francophonie, c'est une aire linguistique de plus de 300 millions de personnes dans le monde aujourd'hui. Si on en croit les projections, il y aura à peu près 700-800 millions de francophones à horizon 2050-2060. Donc c'est une zone linguistique en pleine progression, en pleine explosion. Et donc ça, c'est des opportunités évidemment de marché pour toutes les entreprises francophones. C'est des opportunités de croissance. Mais il n'y a pas de dividende automatique linguistique. Si on veut que les gens apprennent le français, il faut que le français soit une langue utile. Ça a été dans certains pays une langue subie. Donc il faut aujourd'hui en faire une langue utile. Et une langue utile, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que le français me permet de trouver une formation? Est-ce que le français me permet de trouver un emploi? Est-ce que le français me permet de trouver un investisseur, une technologie, un partenaire commercial? Et donc toute l'idée de la francophonie économique, c'est de susciter des coopérations entre entreprises privées, de faire en sorte qu'il y ait des fonds d'investissement francophones, qu'un fonds d'investissement français, québécois et tunisien se mettent ensemble et créent un fonds d'investissement francophone. C'est de faire en sorte que demain, les innovations sur l'hydrogène, on parle beaucoup d'hydrogène, ça soit fait entre des entreprises de secteur énergétique francophone. C'est de faire en sorte que, on parle beaucoup du numérique, il y a beaucoup d'anglais sur Internet, etc. C'est comment on peut générer des écosystèmes aussi numériques francophones. C'est aussi une vision des codes douaniers, du droit, de l'arbitrage, d'un certain nombre de sujets qui sont importants pour les entreprises. Et donc, comment on fait de cette francophonie un atout pour tout le monde? Oui, c'est affronter, aussi la concurrence de l'anglais, qui aujourd'hui est un peu la langue de référence, notamment dans le monde des affaires. Et c'est vrai que même si la projection, on se tourne vers effectivement 860 millions de personnes qui s'exprimeraient en français d'ici 2060, il y a l'idée que même si votre langue maternelle est le français, l'anglais, en tout cas actuellement, est la langue d'usage dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, même parfois, on a des entrepreneurs français qui, entre eux, parlent anglais parce que c'est la langue du business. Est-ce qu'on peut espérer, remettre le français au premier plan, malgré la concurrence de l'anglais qui a peut-être un peu d'avance? Il ne s'agit pas d'affronter l'anglais. Aujourd'hui, c'est l'anglais. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont le leader mondial économique. Il n'est pas dit que ça soit toujours le cas. Il y a eu d'autres langues dans l'histoire qui ont été à un moment donné extrêmement fortes, puissantes, et puis qui ont décliné. On voit bien qu'il y a aussi beaucoup de centres Confucius qui ouvrent notamment en Afrique, que la pratique du chinois, ou en tout cas l'apprentissage augmente. Pourquoi? Parce qu'il y a des entreprises chinoises qui viennent, qui investissent, qui créent des emplois. Et donc, on se dit que le chinois peut être une opportunité. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est démontrer que le français peut être une opportunité, c'est le démontrer par des actions concrètes, donc des coopérations entre nos entreprises. Mais là où peut-être je diverge par rapport à ce que vous avez dit à l'instant, c'est que l'anglais, c'est la langue, vous avez dit, du business. Le français, c'est aussi la langue des affaires. Il y a des affaires qui se font en français. Vous avez rappelé le chiffre, 16% du PIB mondial, c'est des pays francophones. Mais aussi, le français a des avantages comparatifs par rapport à l'anglais. Des avantages. Je prends deux exemples concrets. Si vous signez un contrat en droit anglais ou dans le monde anglophone, vous allez voir le prix, le coût que ça peut être et la complexité. Parce qu'en fait, certes, c'est peut-être efficace, mais il y a un coût de transaction qui est énorme. Et le droit civil, le coût est bien moindre, le coût de transaction. Si vous basculez dans un monde d'affaires anglophone, vous verrez toutes les procédures de conformité, ce qu'ils appellent la compliance, sont énormes et de temps en temps empêchent les entreprises de prospecter, en tout cas de se développer commercialement sur certains marchés parce qu'il y a tellement d'obligations de conformité et ça vient du monde anglophone. Donc on a des avantages comparatifs dans le monde francophone, il faut peut-être un peu dépoussiérer, il faut peut-être
inventer des nouveaux concepts d'affaires pour les pays francophones. Mais ça, on peut le faire, on a la capacité de le faire. Qu'est-ce qui aujourd'hui, vous avez parlé de la Chine, qui aujourd'hui prend de plus en plus de place en Afrique. Quand on voit l'avantage initial qu'avait la France par rapport à la Chine, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la France? Quels sont les freins et les potentiels leviers qu'il faudrait traiter pour améliorer l'investissement des Français en Afrique, enfin améliorer justement ce développement économique francophone? Alors, ça c'est vraiment très important, la francophonie, c'est pas la France. Moi, sous ma casquette francophone, si j'ose dire, hein, ça m'importe pas que, enfin si, parce que je suis patriote, mais c'est pas mon sujet que les Français progressent en Afrique ou pas. Moi, mon sujet, c'est que les Ivoiriens fassent plus d'affaires avec les Québécois, que les Wallons fassent plus d'affaires avec les Malgaches, que les Suisses romands fassent plus d'affaires avec les Tunisiens, que les Algériens fassent plus d'affaires avec les Camerounais. C'est ça la francophonie, c'est une plateforme de flux croisés. Donc tant mieux si les Français font plus d'affaires, mais la francophonie, ça n'est pas la France, même si la langue provient de notre pays, mais ça va au-delà de ça. Et donc, si on offre des opportunités croisées, les autres pays rentreront dedans. Et c'est ce qui s'est passé à la REF. Il y a eu beaucoup d'échanges de cartes de visite. Et ce n'était pas que des échanges de cartes de visite entre Français et chacun de ces pays. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas être en étoile. Ça doit être vraiment un système totalement croisé. Et si on fait ça, on réussira. En ce qui concerne la France en Afrique, ça c'est encore un autre sujet. La France, elle progresse en Afrique. Elle progresse. La valeur marchande de ces exportations augmente en valeur absolue. Mais ces parts de marché diminuent. Elles ont été divisées par deux. Pourquoi? Parce que le gâteau ou le marché, si j'ose dire, africain, a été multiplié par 4 dans les 10 dernières années, parce qu'il y a un fort développement économique. Et donc il est vrai que la France, elle n'arrive pas à tirer parti de cette augmentation. Elle augmente un peu, mais les autres augmentent beaucoup plus vite. Donc évidemment, en valeur relative, on baisse. Et ceux qui augmentent beaucoup plus vite, c'est ceux qui étaient un peu moins là il y a quelques années et qui sont là. Mais moi, je pense que c'est une très bonne chose qui est de la concurrence. Parce que la concurrence, elle oblige à se réinventer, elle oblige à se poser des questions. Et puis pour les pays africains, c'est très bien qu'il y ait de la concurrence. Ça leur permet de choisir leurs partenaires, de prendre les offres qui sont les meilleures pour eux. Et tout le monde aimerait être à cette place. Donc pourquoi les pays africains ne pourraient pas choisir? Et nous, on aurait tout le loisir de choisir. Donc c'est à nous d'être meilleurs, c'est à nous de montrer qu'on a des offres, des services, des financements qui sont attractifs. Et puis si on est bon, on y arrivera. Si on n'est pas bon, on n'y arrivera pas, c'est tout. Il y a un secteur particulier où la francophonie pourrait prendre le lead, si je peux dire, à l'échelle mondiale? Sur beaucoup de choses, hein, sur la formation déjà dans les pays francophones, sur la formation professionnelle, parce qu'il y a beaucoup, le futur de la francophonie, c'est principalement en Afrique, hein, c'est là où il y a les réserves humaines, la jeunesse. Et donc l'insertion sur le marché du travail, la formation de tous ces jeunes, c'est une priorité évidemment. Et donc là, la francophonie peut amener quelque chose, parce qu'il y a des expériences, que ce soit au Québec, en Belgique, dans un certain nombre de pays, il y a des expériences quand même fortes en matière de formation professionnelle. Là, on peut amener quelque chose à forte valeur ajoutée pour ces pays, puisqu'ils cherchent tous à transformer les matières premières sur place, ils cherchent tous à réduire leurs importations et à faire en sorte qu'il y ait de l'industrie localement. Et c'est bien normal. Donc ça, il y a quelque chose à faire. L'industrie, évidemment, l'industrialisation, la colocalisation de chaînes de valeur. On a vu avec le Covid qu'elles étaient très disséminées dans le monde, donc les recentrer. Et ça serait quand même logique que les pays francophones travaillent plus entre eux, sinon il n'y a aucun intérêt à être dans l'espace francophone s'il n'y a pas plus de solidarité entre francophones. Et puis après, il y a toutes les questions qui sont liées à la transformation numérique ou à la transition écologique, qui sont aussi des problèmes très concrets. Ce n'est pas juste des problèmes de bourgeois. La transition écologique, c'est les rendements agricoles, c'est la raréfaction des ressources en eau. Sur ça, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en commun. Et puis après, c'est dans tous les domaines. Donc, je ne vais pas tous les énumérer, mais soit dans l'automobile, dans le secteur de la santé, dans la finance. Et il y avait beaucoup de tables rondes à la REF sectorielles parce qu'il y a des choses à faire dans tous les secteurs. La REF, il y avait des entrepreneurs, mais il y avait aussi des dirigeants d'État. Il y avait le président de Madagascar, oui. Aussi le Premier ministre ivoirien, par exemple. Il y a aussi l'envie de motiver non seulement les entrepreneurs, mais aussi les pouvoirs publics, et dans l'ambition de la REF de développer cette ambition francophone? C'est tout simplement qu'une entreprise ne peut pas se développer s'il n'y a pas un cadre qui lui permet de travailler sans entrave. Et donc, effectivement, les réglementations, c'est quand même les États qui les édictent. Et donc, il faut qu'on ait un dialogue avec les États pour permettre aux entreprises d'avoir le moins de difficultés où qu'elles soient.
Et donc, c'est la fiscalité, c'est le marché du travail, c'est les barrières douanières, c'est les normes, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient dans tous les domaines. Et donc là, il faut avoir un dialogue avec l'État. Et puis, c'est aussi des marchés, il y a la commande publique, il y a les partenariats publics-privés. Donc, il faut travailler avec les représentants des gouvernements si on veut avoir de l'influence. Et il faut renforcer le secteur privé partout, dans tous les pays. Et pour ça, il faut qu'il y ait un état de droit aussi. Il faut qu'il y ait une stabilité pour les investisseurs, il faut qu'il y ait une sécurité juridique. Il faut que lorsqu'on investit, on ne se dise pas que dans 3 ans, par une décision arbitraire, tout pourra être mis par terre. Et donc ça, effectivement, c'est un travail dans la durée avec les États et aussi avec les différentes organisations internationales. Ça peut être la Chambre de commerce internationale, ça peut être l'OCDE, ça peut être l'OMC. Donc les francophones, ça peut être les unions douanières internationales. Les francophones, ils ont vocation à déjà exprimer qu'ils existent et qu'il faut prendre en compte le français. Aujourd'hui, on le voit bien dans les institutions internationales, de moins en moins, la langue de travail ou les langues de travail, parce qu'on est pour le plurilinguisme, ça tend à être que l'anglais. Et ça, c'est un appauvrissement, parce que lorsqu'il y a plusieurs langues, on peut déposer des dossiers de financement, des demandes dans une langue qu'on maîtrise mieux, et donc on a plus de chances d'accéder, par exemple, au financement. Donc il faut se battre pour ça, et il faut le faire avec conviction et aussi avec des chiffres. C'est ce qu'on veut faire. L'importance de l'État, justement, je parlais de freins tout à l'heure, de potentiels freins. Cette semaine, dans Le Figaro, le journaliste Tanguy Berthomé publie un article sur l'affaiblissement de la démocratie en Afrique de l'Ouest, notamment les pays francophones. Et il y avait une cartographie, une infographie plus précisément, qui mettait en avant un paradoxe. En même temps, il y a une forme de stabilité apparente avec des dirigeants d'État qui sont là depuis 10, 15, 20 ans. Et en même temps, un espèce de retour à la mode, c'est la question que pose le journaliste, des coups d'État qui réussissent ou non. Mais cette instabilité potentielle des pays francophones sur le plan politique, est-ce que ce n'est pas justement un frein assez important qui justement nuit un peu à l'ambition de développer la francophonie dans le monde? Moi, je suis extrêmement prudent sur le sujet, non pas par couardise, mais ça me gêne toujours de parler des régimes politiques des autres, notamment sur le continent africain. Je pense que chaque pays suit sa voie, elle peut être plus ou moins chaotique, il peut y avoir de temps en temps des reculs politiques, mais je rappelle qu'en France, on en a eu beaucoup des coups d'État, on a eu beaucoup de révolutions, on a eu beaucoup de périodes d'instabilité et que la construction de notre pays, elle s'est faite aussi avec ses heurts. Ça n'a pas empêché la révolution industrielle, On n'était pas dans des régimes tout à fait extrêmement libéraux quand il y a eu la révolution industrielle, on était dans des régimes aussi un petit peu autoritaires, il faut le dire. Il y a eu des révolutions qui ont permis d'accélérer économiquement, il y en a eu d'autres qui nous ont fait un peu revenir en arrière, mais c'est l'histoire de notre pays et il faut laisser à chaque pays son histoire. C'est à chaque peuple de prendre en main son destin collectivement. Je veux dire, voilà, c'est fait partout, dans toutes les régions du monde et il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas en Afrique. Et donc, je suis très prudent sur tous ces jugements de ce qui se passe dans tel ou tel pays. On ne sait pas comment les choses vont tourner, on ne sait pas si tel gouvernement un peu autoritaire va permettre à long terme, à l'échelle de l'histoire, de donner les conditions pour qu'il y ait un décollage économique. Donc voilà, on voit bien la Corée du Sud, on voit bien Singapour. Aujourd'hui, c'est des pays qui tournent très bien et pourtant, à l'origine, il y avait cet aspect un petit peu autoritaire. On l'a eu aussi chez nous. Napoléon III, on en a eu des régimes autoritaires. Donc, attention à juger trop hâtivement. Évidemment, nous, ce qu'on préfère et ce qu'on pense qui est un facteur de force et de puissance à long terme, c'est des régimes démocratiques. Pourquoi ? Parce qu'il y a un état de droit. L'état de droit, c'est la visibilité des règles, la stabilité, c'est le fait que les investissements sont protégés dans le temps long. Et donc, évidemment, qu'il y a moins d'arbitraire et évidemment que c'est mieux pour le développement économique à long terme. Après, il y a des phases transitoires et chaque pays, encore une fois, a son histoire. On arrive à la fin de cet entretien. Une dernière question sur la REF, c'est un rendez-vous annuel, forme d'université d'été, un peu du MEDEF. Est-ce que, vu l'engagement pris sur la francophonie, est-ce que ça va rester juste un rendez-vous annuel ou est-ce que la REF, la rencontre des entrepreneurs de France, va développer un peu son action de manière concrète durant l'année ? Non, il va y avoir une organisation permanente qui va être créée, qui va être annoncée au sommet de Djerba. Et donc l'idée, c'est de façon permanente, un peu comme Davos, un peu comme le World Economic Forum, a des actions toute l'année, d'avoir toute l'année des groupes de travail qui vont bosser ensemble. On va mettre des entreprises francophones ensemble sur différentes thématiques et ils vont construire ensemble des coopérations concrètes et des actions.
Et il y aura des calendriers, des livrables, des objectifs. Ça va être fait comme dans des entreprises. Il y aura sûrement un rapport annuel sur l'état des économies francophones qui sera confié à un grand cabinet de renom. Et il y aura ce rendez-vous annuel de la REF, plus des rendez-vous qui auront lieu partout, notamment en Afrique. Et le but, c'est de faire vivre et circuler cet événement, mais le but ultime, c'est d'être utile. Bien, merci beaucoup. On vous souhaite bon courage, en tout cas Fabrice, dans cette mission de développement de la francophonie. Merci à vous de nous avoir suivis. En vous souhaitant une bonne suite de programmes sur Télé Sud. À très vite.